Bon après-midi chez vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. La cérémonie d'échange de vœux entre le membre du bureau du Sénat et les administratifs a eu lieu le mardi 21 janvier 2025 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Jean-Michel Samalou Kondé, président de la Chambre haute du Parlement, et son bureau sont à pied d'œuvre pour des solutions aux multiples préoccupations du cadre et agents de l'administration du Sénat. Regardez. Le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé, a présidé le mardi 21 janvier 2025 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple la cérémonie d'échange de vœux entre le membre du bureau du Sénat et le cadre, agents et personnel politique et d'appoint du cabinet de membres du bureau. C'était en présence des honorables membres du bureau et du secrétaire général du Sénat. D'entrée de jeu, le secrétaire général du Sénat, M. Jean Mukwala Bateke, a eu le mot juste pour exprimer au nom de tout le personnel administratif ses vœux de nouvel an au président Jean-Michel Samalou Kondé et à tout le membre de son bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'administration d'accompagner le bureau et lui permettre de mieux remplir sa mission. Il n'a pas non plus manqué de rappeler les multiples préoccupations de l'administration du Sénat. Pour sa part, le président Samalou Kondé a formulé ce vœu de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2025 aux cadres et agents de l'administration du Sénat, au personnel politique, d'emprunt, des cabinets, des membres du bureau ainsi qu'à leurs familles respectives. Tout en prenant acte de préoccupations exprimées par l'administration du Sénat, le président Samalou Kondé et tout son bureau se disent conscients du fait que l'administration constitue le socle des activités parlementaires et que sans une administration dynamique et permanente, l'efficacité du Parlement se retrouve dangereusement compromise. Il a par ailleurs annoncé les débuts des solutions à certaines préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Pour Samalou Kondé, il est indispensable que les responsables de l'administration et ceux du syndicat s'investissent davantage dans la tâche de conscientisation du personnel pour un travail efficace et bien fait au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour immortaliser cette cérémonie, un cadeau a été offert au président du Sénat par le membre de l'administration. Quittant le Palais du Peuple pour la primature où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion cruciale le mardi à la primature réunissant le membre du gouvernement, l'intersyndicat national et la Fédération des entreprises du Congo, au FEC. Au cœur des discussions, l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Cet échange a permis de dissiper les malentendus et réaffirmer l'importance du respect des procédures légales pour protéger le droit des travailleurs. Véningali Junior pour le reportage. C'est pour discuter d'une question cruciale concernant la rémunération des travailleurs congolais que se sont réunis ce mardi autour de la première ministre, quelques ministres, les délégués des travailleurs et les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Cette rencontre a permis aux délégués des travailleurs de comprendre que c'était tout simplement pour vice de procédure et incompétence que la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait demandé au ministre du Travail de rapporter son arrêté portant réajustement à la hausse du SMIG. Cette démarche de la première ministre n'était pas une opposition à l'actualisation du taux journalier du SMIG, mais un impératif pour protéger leurs intérêts. Et nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Donc, c'est ça le compromis que nous avons trouvé. Le gouvernement souminois, qui dit placer la question de l'emploi et du pouvoir d'achat en tête de ses priorités, s'engage à revaloriser le SMIG, actuellement fixé à 7 075 francs congolais, qui devrait passer à 14 500 francs congolais, soit les doubles alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans. Nous parlons le même langage, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Donc, il n'y a personne qui est contre
les montants ou les chiffres de 14 500 francs congolais. Mais néanmoins, comme on a parlé avec la première ministre, il y aura le CNT qui va être convoqué d'ici la semaine prochaine pour régulariser la procédure afin que le SMIC soit appliqué conformément aux règles ou aux textes locaux. Robert Malumba, président de la Fédération des entreprises du Congo, a également exprimé son soutien à la démarche initiée par la chef du gouvernement. Et nous sommes convenus que le taux des 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. C'est avec un sentiment d'espoir que les travailleurs congolais attendent désormais les décisions à venir. Un chemin est tracé pour garantir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Bweremana et Minova, deux agglomérations importantes situées à cheval sur le province du Nord Kivu et Sud Kivu sont passées sous contrôle du mouvement terroriste du M23 le mardi 21 janvier. À cet effet, le général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense de FARDC, est arrivé à Bukavu pour une mission d'inspection et de commandement. Son porte-parole, le major Nestor Mavoudissa, revient sur l'objectif de sa tournée. La situation est relativement calme et toutes les batteries sont mises en marche pour l'amélioration de la situation, la restauration plutôt de l'autorité de l'État et la paix dans cette partie du pays. Regardez. Je suis major Nestor Mavoudissa, le porte-parole à la 3e zone de défense. Je suis dans la suite du commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Pacifique Massunzu, qui vient d'arriver à Bukavu. Depuis sa nomination à la tête de la 3e zone de défense, l'autorité n'a pas bougé. Il a bien voulu commencer sa tournée d'inspection et de commandement par la ville de Bukavu. Et il vient d'arriver à Bukavu, il est dans sa zone de responsabilité. Il est en mission d'inspection et de commandement. Lorsque je parle de la 3e zone de défense, la 3e zone de défense, ce n'est pas seulement le Sud Kivu, la ville de Bukavu. Non. La 3e zone de défense prend cette province administrative. Ça part de la Tchopo jusqu'à dans le Mania. Et le commandant 3e zone de défense a le contrôle de toute sa zone de responsabilité. La situation est relativement calme dans le territoire de Calais, comme vous les avez suivis, vous êtes les hommes des médias. Mais ce qu'il faut noter est qu'il y a deux agresseurs qui sont avec nous, qui continuent à envahir l'espace de notre territoire national. Et c'est pour cela que vous, les hommes des médias, vous devez nous aider avec la sensibilisation de la population. Parce que notre population doit collaborer étroitement avec le service de sécurité et de défense. Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la seule armée que nous avons. Et demander à la population de collaborer étroitement, de dénoncer les velléités de l'ennemi. Ceux qui viennent pour endeuiller la population et ces ennemis qui viennent pour rendre la vie difficile à notre population. Et nous vous rassurons que d'un moment à l'autre, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que la paix soit restaurée et l'autorité de l'État soit restaurée dans toute la province, dans toute la zone de la 3e zone de défense. La présence des éléments de l'M23 se trouve bel et bien sur le sol congolais. Je ne sais pas vous circonscrire catégoriquement là où ils sont. Ils sont dans quel groupement, dans quel territoire, dans quelle localité. Mais il faut retenir qu'ils sont sur le sol congolais et c'est pour cette raison que nous parlons de l'agression rwandaise. La population, c'est la collaboration étroite avec son armée, qu'il dénonce ce que fait l'ennemi, les infiltrations de l'ennemi pour nous permettre, nous l'armée, à pouvoir déloger l'ennemi de notre territoire national. Sans notre population, nous ne pouvons rien. Tout est mis en place, qu'il soit apaisé, d'un moment à l'autre, l'ordre sera rétabli. Ce n'est pas le commandant 3e zone de défense qui doit prendre des mesures pour l'aide humanitaire. Le commandant 3e zone de défense vient en mission d'inspection et de commandement, il vient pour commander les militaires.
Et pour terminer, l'Église catholique s'est dite favorable à l'organisation du culte interconfessionnel au bénéfice de la population de l'Est et des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC au cours d'un échange mardi au secrétaire général de la CENCO avec le ministre de la Justice. Au sortir des échanges, il a indiqué que la situation humanitaire est déplorable dans l'Est et la mission de l'Église est de prier pour la nation, poursuivant que la particularité de l'Église l'oblige à prier non pas seulement pour le militaire au front, mais également pour les personnes déplacées et celles qui vivent retranchées dans la forêt, des orphelins et toutes sortes de couches sociales. Regardez. Parler de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation ne s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays, et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon dont que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destinées aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Que la guerre ne se gagne pas par la prière. Chacun doit, pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devra vraiment bien comprendre les choses. Nous prions pour la paix, pour éviter la guerre, parce que le Christ en qui nous croyons est le prince de la paix. La position de l'Église par rapport à la guerre en l'Est. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la position. La position, c'est que nous devons, chacun doit jouer sa partition pour que la paix soit instaurée à l'Est. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec le même plaisir.